Vous avez peut-être entendu parler de la Station spatiale internationale en orbite terrestre basse, à environ 400 km au-dessus de la surface de la Terre. J'en ai parlé à de nombreuses reprises dans des épisodes précédents. Cette station spatiale devrait prendre sa retraite en 2030, avec bien sûr des extensions possibles après cette date. Grâce à une capsule Dragon modifiée de SpaceX, la station sera désorbitée en toute sécurité et avec précision afin de faire fondre sa majeure partie dans l'atmosphère et pour que le reste soit enterré dans l'océan Pacifique. Alors, quelle est la prochaine étape pour la NASA et le reste de ses partenaires internationaux en termes de station spatiale? Ce qui est clair, c'est que la NASA promouvoit de plus en plus de partenariats commerciaux qui présentent plusieurs avantages, par exemple réduire le coût initial de développement de la NASA et d'amortir les coûts pendant l'utilisation, comme nous l'avons vu avec les capsules Dragon de SpaceX par exemple. J'expliquerai dans cet épisode quelles sont les compagnies impliquées dans la construction de stations spatiales privées. En fait, la NASA s'occupe déjà d'une station spatiale, non pas en orbite terrestre basse, mais plutôt en orbite lunaire basse. Enfin, en orbite elliptique pour être plus précis. Il s'agit du Lunar Gateway qui permettra aux astronautes internationaux d'y séjourner pour vivre, travailler et réaliser des expériences, mais aussi d'atteindre la surface de la Lune et de partir de là vers Mars. De nombreuses entreprises contribuent à ce projet, incluant des entreprises européennes. Thales Alenia a été chargé par l'ESA de développer le module d'habitation international baptisé Lunar iHab, comprenant des espaces de vie et des ports d'amarrage. De plus, Thales Alenia a été chargé par l'ESA de construire le système européen de ravitaillement d'infrastructures et de télécommunications appelé ESPRIT pour assurer le ravitaillement en xénon et en hydrazine des moteurs ioniques et des propulseurs à hydrazine, ainsi que des équipements de communication supplémentaires, une zone d'habitation et de stockage. Le module d'avant-poste d'habitation et de logistique appelé HALO a été contracté par la NASA à Northrop Grumman. Plusieurs pièces sont notamment fabriquées et testées par les sociétés européennes Thales Alenia et Airbus. Vous vous demandez peut-être pourquoi ne pas se concentrer sur la Lunar Gateway et ne pas s'embêter à remplacer la Station spatiale internationale? Eh bien, vous avez peut-être raison, mais c'est assez difficile de voyager vers la Lune. Cela nécessite d'énormes fusées pour y arriver avec la technologie actuelle et coûte donc assez cher. Pour mettre les choses en perspective, un lancement de la fusée SLS de la NASA vers la Lunar Gateway coûte un peu plus de 4 milliards de dollars, tandis qu'un lancement de la capsule Dragon de SpaceX vers la Station spatiale internationale coûte seulement entre 220 et 350 millions de dollars, soit 12 à 20 fois moins cher. De nombreux projets de remplacement de la SSI sont déjà en cours. La NASA finance 3 sociétés pour remplacer les modules américains de la SSI dans le cadre du programme de développement commercial en orbite terrestre basse. La NASA a contracté Axiom Space pour concevoir les premiers modules qui se connecteront temporairement à la SSI pour ensuite se séparer dès que la nouvelle station est prête. Elle contient des espaces de vie sur les 2 premiers modules avec une grande coupole, dont la livraison est prévue en 2025 et 2026, et un module laboratoire et de fabrication qui sera livré par la suite. Elle comprend également un bras logistique flexible pour modifier les différentes configurations des modules de la station. Le 4e module sera ce qu'ils appellent la tour de puissance pour permettre à la station Axiom d'être autosuffisante, avec production d'électricité et rejet de chaleur thermique, moment auquel la station Axiom se séparera de la SSI et fonctionnera en solo. Ils ont l'intention de faire fonctionner la station avec des astronautes professionnels et de préparer les visiteurs grâce à leur installation existante, comme nous l'avons vu avec les missions Axiom 1, 2 et 3 ces dernières années. Axiom ne travaille pas seul sur ce projet. En effet, la société européenne Thales Alenia Space construit les modules pressurisés des 2 premiers modules, y compris les récipients sous pression et les systèmes de protection contre débris spatiaux. La prochaine entreprise sélectionnée par la NASA est Voyager Space, qui travaille sur une station spatiale privée appelée Starlab, destinée au tourisme ainsi qu'à la recherche et à la fabrication. Il prévoit de construire un module unique
contenant un espace de vie, un laboratoire et une unité de puissance qui devrait être lancée début 2028 par le Starship de SpaceX. Pour mettre les choses en perspective, le Starlab fait environ 340 mètres cubes de volume interne pour un équipage de 4 astronautes dans un seul module, à comparer avec la SSI accueillant jusqu'à 7 astronautes dans un espace de 916 mètres cubes, soit près de 3 fois plus de volume, mais il a fallu quand même 42 lancements pour assembler la SSI, donc d'énormes progrès ont été réalisés depuis. Voyager Space s'est associé à Airbus, Mitsubishi Corporation et MDA Space pour créer l'entreprise Starlab Space. Le consortium est responsable de la conception, de la construction et de l'exploitation de la station spatiale commerciale Starlab. Ils se sont également associés à Northrop Grumman pour réapprovisionner la station avec son vaisseau spatial Cygnus, qui est fabriqué en partie par l'entreprise européenne Thales Alenia Space. Soit dit en passant, Northrop Grumman envisageait à l'origine de construire sa propre station spatiale, mais a plutôt décidé de s'associer au projet Starlab. Ce changement a également poussé Lockheed Martin à quitter le consortium initial. Cette entreprise est endorsée par l'ESA, par le biais d'un protocole d'accord visant à prioriser les astronautes de l'ESA à la station Starlab dès la fin d'exploitation de la SSI. Pour renforcer les liens avec l'ESA, Airbus et Voyager Space ont créé Starlab Space Europe avec des installations à Brême en Allemagne. Cette branche vise à renforcer la collaboration mondiale de l'entreprise dans la recherche en microgravité et les activités commerciales en orbite terrestre basse. Starlab est la seule station spatiale en orbite terrestre basse où l'ESA est directement impliquée. Le dernier contrat de la NASA a été attribué à Blue Origin, qui s'est associé à Sierra Space et Boeing pour construire la station spatiale Orbital Reef, qui devrait être lancée en 2027. Blue Origin dirige le projet et gère les grandes sections centrales, tandis que Sierra Space construit les modules gonflables ainsi que le vaisseau spatial en version équipage ou cargo appelé Dream Chaser. Quant à Boeing, il assure l'exploitation de la station, la maintenance et fournit la capsule pour équipage Starliner. Il existe d'autres partenaires comme Redwire et Genesis Engineering en charge des charges utiles et des équipements spécialisés. Blue Origin ne fait pas trop de publicité sur ses progrès réalisés dans ce projet. Nous n'avons donc pas beaucoup d'informations sur l'Orbital Reef. Cependant, Sierra Space est un peu plus bavard et j'ai en fait couvert leurs progrès dans de nombreux épisodes précédents. Le Dream Chaser numéro 1 a été entièrement fabriqué et testé et est prêt à être lancé sur un New Glenn vers l'été 2025. Quant au module gonflable appelé Life, il a subi pas mal de tests très récemment, un test grandeur nature sous pression maximale jusqu'à éclatement qui était très impressionnant, je vous invite à le regarder. Le matériel volant est donc en cours de fabrication, aucune date de lancement n'a encore été communiquée. Ensuite, nous avons VAST, une société américaine nouvellement créée, âgée de seulement 4 ans, pas soutenue par le programme de développement commercial en orbite terrestre basse de la NASA, mais néanmoins visant à fournir un démonstrateur de station spatiale appelé Haven 1. Leur objectif est de montrer à la NASA à quel point Haven 1 est avancé et de la motiver à financer la suite du projet avec son concept Haven 2, une station spatiale modulaire. Il est intéressant de noter que la forme du module Haven 1 est effilée à une extrémité pour maximiser l'espace à l'intérieur des carénages du Falcon 9. Il est intéressant de voir comment la conception de la station est pilotée par un carénage de fusée. De plus, la forme du Haven 2 est cette fois-ci dictée par le carénage version longue du Falcon Heavy. Chaque module peut fonctionner indépendamment en vol libre, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin de bras robotiques ou de vaisseau spatial pour déplacer les modules grâce à ses propres propulseurs. Il débute avec des modules de 3,8 mètres de diamètre, encore une fois imposés par la taille du carénage du Falcon de SpaceX, et évolueront vers un module de 7 mètres de diamètre une fois le Starship de SpaceX entre en service. La structure Haven 1 a déjà été fabriquée et même testée. VAST s'oriente désormais rapidement vers la construction de la version volante pour un lancement au plus tôt en mai 2026 par une fusée Falcon 9 de SpaceX.
La Chine n'a pas voulu participer à cet effort spatial international et a construit en solo la station spatiale Tiangong, stationnée également à environ 400 km d'altitude. Jusqu'à présent, 3 modules ont été assemblés en orbite entre 2021 et 2022, et en 2026, la CNSA prévoit d'envoyer un autre module pour rejoindre Tiangong, appelé Xuntian, un module de télescope spatial. Évidemment, cette station spatiale est plutôt nouvelle et peut fonctionner jusqu'à encore 20 voire 30 ans. L'Inde travaille également sur sa station spatiale Bharatiya Antariksha, désolé pour la prononciation, signifiant station spatiale orbitale indienne, composée de 4 modules qui devraient orbiter également autour de 400 km d'altitude, sous la direction de l'ISRO. Il prévoit de lancer ces modules à partir de 2028 jusqu'en 2035. En fait, l'ISRO travaille sur une nouvelle fusée appelée Surya, ou véhicule de lancement de prochaine génération, pour lancer les plus gros modules. L'Inde travaille sur sa capsule avec équipage, appelée Gaganyaan, et a même testé son matériel d'amarrage dans l'espace il y a quelques semaines seulement. La Russie travaille également sur ce qu'elle appelle la station-service orbitale russe, avec l'ambition de la rendre prête d'ici 2030 pour ses 4 premiers modules, pour coïncider avec le retrait de la SSI, et l'étendra jusqu'à 7 modules d'ici 2035. Ils ont travaillé sur plusieurs concepts, dont vous voyez l'un d'entre eux. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'ils prévoient d'utiliser une orbite héliosynchrone, ce qui signifie que la station sera constamment exposée au Soleil, ce qui est parfait pour la production d'électricité, mais moins pour le rayonnement solaire, avec l'avantage d'étudier la région arctique. Ils ont également mentionné que la station disposera d'un module dédié au tourisme spatial, pouvant accueillir jusqu'à 4 résidents. Roscosmos a également envisagé un partenariat avec un consortium composé des gouvernements du Brésil, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, connu sous le nom de BRICS, pour soutenir financièrement la station-service orbitale russe. Cependant, très peu d'informations se trouvent dans le domaine public. L'espace suscite donc de nombreux intérêts et une économie dynamique se développe progressivement grâce à ces entreprises privées. Peut-être que le coût de l'espace deviendra abordable dans les 20 à 30 prochaines années, et que vous et moi pouvons même aller dans l'espace. Heureusement que le rêve ne coûte rien. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.